Vous êtes-vous déjà dit que le danger peut venir de partout, à tout moment? La femme que nous suivons, elle, en est convaincue. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, entre chien et loup. C'est une mère de famille comme il y en a des milliers, à ceci près qu'au fond de son jardin, elle cache un secret que ni ses voisins ni ses amis ne connaissent. Dans ce trou boueux qui en angoisserait plus d'un, elle trouve, elle, la sérénité. C'est assez rassurant, c'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est un endroit qui est apaisant. Avec son mari, ils ont fait construire, il y a un mois, ce bunker privé. C'est une pièce de vie qui fait 16 mètres carrés, donc on va aménager comme un studio. Un studio enterré, censé protéger de tout. S'il y a un souci, on a un sas, on ferme la porte. Si on est couvert de pollution chimique ou autre, on doit pouvoir se doucher et refermer la porte. Et les toxines restent au niveau de la douche parce que le système d'aération est fait en sorte que l'air rentre par un endroit et sortent par l'autre. On a des murs d'une épaisseur de 20 cm qui nous protègent et donc qui rendent le bâtiment complètement hermétique. Cette pièce protectrice lui a coûté à elle et à son mari 50 000 €. Ils se sont endettés pour 15 ans. Certains trouveraient cela farfelu. Elle pense précisément l'inverse. Ce bunker serait même, à l'en croire, la décision la plus rationnelle de sa vie. J'ai toujours demandé les précédentes guerres comment les gens ne voyaient rien venir. Enfin, c'est quelque chose qui se prépare, quoi. Quand on étudie à l'école les prémices à la guerre, il y a des éléments qui sont récurrents, comme par exemple une crise économique, par exemple les gens qui votent des extrêmes. Quand on regarde les actualités, on est un petit peu dedans. Et si c'était elle qui avait raison? Et si elle était lucide et que le reste du monde était aveugle? Et si le pire était à venir? Pour les survivalistes, c'est juste une question de temps. Le monde que nous connaissons va forcément s'effondrer. Sur Internet, les vidéos qui annoncent le chaos se comptent par centaines de milliers. Guerre civile, catastrophes naturelles ou guerre chimique. Tout peut arriver. Les survivalistes se préparent donc à tout. On a déjà un tracé de notre itinéraire, on sait très bien avec ma compagne où on doit se rejoindre, si on doit être séparés. Les stages de survie en pleine nature n'ont jamais été aussi nombreux. Il y a un dicton qui dit « Qui part comme un lion, finit comme un con ». C'est d'ailleurs tout le paradoxe des survivalistes. Parler au monde entier des risques qui le menacent. Le survivalisme, c'est simplement travailler son autonomie, son indépendance et donc sa liberté. Et en même temps, rester discret. Plonger dans l'univers de ceux qui croient à la fin de notre société et qui s'y préparent. Pas de paranoïa exacerbée, mais si un jour il y a quoi que ce soit, on l'a à la maison, voilà. C'est un petit matin tranquille en plein cœur de la forêt vosgienne. Pour trouver le nord, c'est la mousse, d'accord? Ah oui. Regardez à droite où est le nord. Jean-Pierre emmène un petit groupe de campeurs, pas tout à fait ordinaires. T'es sûr que le nord, c'est là? 5 citadins qui ont tous payé 250 € pour apprendre à se débrouiller tout seuls en forêt. Et ça commence par apprendre à se repérer. C'est moins simple qu'il n'y paraît, même pour l'instructeur. On est presque perdu, en fait. Alors, dans les Vosges, on ne dit pas perdu, on dit toujours égaré, parce qu'on retrouve toujours notre chemin. Effectivement, le chemin sera vite retrouvé. Après 6 heures de marche et quelques satisfactions, Oh, bien, bravo. c'est l'heure de bivouaquer. Atelier feu? Ouais. Ouais. Démonstration par un deuxième formateur. Pour faire un feu, bien sûr, on peut utiliser le briquet ou les allumettes. Mais l'instructeur leur préfère la pierre à feu, plus authentique et très efficace pour peu qu'on sache s'en servir. Le truc est assez simple, une pente de 45 degrés, l'arrière de votre lame de couteau à 45 degrés,
et vous frottez et vous balancez des étincelles en direction des matières à enflammer. Donc ça veut dire Et pour que le feu prenne vite, l'instructeur a ses astuces. vous avez par exemple du coton, et le truc classique c'est le tampon féminin. Pourquoi? Parce qu'il est déjà emballé serré. Mais le tampon féminin n'étant pas l'objet le plus familier d'un sac de garçon, on optera plutôt pour de l'écorce de bouleau. Elle contient une matière huileuse naturelle qui fait tout aussi bien l'affaire. C'est une technique que j'ai déjà utilisée. Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, installez-vous. Mais n'est pas moniteur qui veut. Dix minutes plus tard, Niels frotte toujours sa pierre à feu. C'est le moment où l'on se prend d'un grand respect pour nos ancêtres, les hommes des cavernes. Ah, t'es heureux quand tu vois ta petite flamme, c'est... Ouais, là, t'es bien. Ça met du baume au cœur. Ah, ça fait de la chaleur. Il fait 0 degré, on annonce -8 et les heures défilent. Hop, 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 il va faire nuit les copains. Bah, il faut manger maintenant. Le stage se poursuit donc par l'atelier pêche, 3e formation. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à là. droite, de remonter délicatement. Là-bas, il y a les bobines et vous allez voir de la truite. Hein. Mais la truite, c'est comme le feu, cela demande de l'entraînement. Or, les stagiaires n'en ont pas beaucoup. Par contre, on est un peu proche là, non? Ils passeront donc 2 heures à taquiner la truite avec plus ou moins de douceur. En vain. Je crois qu'elles ont mangé avant. Ou alors, elles n'aiment pas les survivalistes. L'histoire ne dit pas ce que n'a pas aimé la truite. Côté stagiaire, on se contentera donc des réserves de légumes des moniteurs. Les garçons n'ont rien mangé depuis l'aube, cela suffit pour faire de quelques carottes un festin. Premier round, tout le monde sa ration. Voilà, de quoi se réchauffer. Reprendre des forces. Rando, plat chaud, dodo. Il faut conserver le peu de chaleur accumulé. Tout caser à l'intérieur de votre abri hein, pour éviter que ce soit mouillé. Et sac de couchage, on ferme tout au chaud. Messieurs, dames, bonne soirée. Bonne nuit. Quand tu vois la gueule de mon sac de couchage, c'est là que tu te rends compte que niveau survie, j'ai peut-être encore des choses à apprendre. Un sac de couchage d'été, c'est un peu court, Pas se mouiller les pieds. mais c'est une expérience, comme on dit. Bonne nuit. Le lendemain, Niels se réveille comme un charme. À l'en croire, c'était une nuit parfaite. À quelques détails près. Les chaussures sont gelées. Ah, finalement, ça allait. Je suis resté bien habillé dedans. Je me suis bien couvert, je me suis fermé entièrement. Franchement, j'ai pas eu froid. Au-delà du dépassement de soi, le stage, c'est l'occasion pour l'instructeur d'initier ses stagiaires au survivalisme. On a vu les principes de base, mais après, vous pouvez extrapoler vers quelque chose de plus important, vers votre environnement de vie classique, on va dire, de chez vous. Vivre proche de la nature. Et parfois même, organiser sa vie pour être toujours autonome. Certains l'ont parfaitement intégré. Et pas seulement le temps d'un stage. Quelques jours plus tard, dans l'est de la France, nous rencontrons Guillaume, qui vit ici depuis 6 ans avec sa femme et quelques compagnes. C'est des jeunes poulettes. Donc voilà, les poules, ça pond tous les jours. Les poulettes, c'est en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. Guillaume est un survivaliste. Il pense que la société pourrait s'effondrer et il compte bien ne plus dépendre d'elle, ce qui implique de produire sa propre nourriture. Ici, on a des pois, on a des choux, on a les potirons aussi. Le survivalisme, pour moi, en fait, c'est d'abord déjà se préparer à tout ce qui est petits problèmes du quotidien. Ça peut aller de la perte d'un emploi, la perte d'un proche. Ça peut aller à l'accident de voiture, l'accident domestique, donc la maison qui prend feu. Tout ce qui est aussi effondrement économique. On peut se préparer aussi à tout ce qui est catastrophe nucléaire. C'est important de pouvoir se dire que en cas de problème, on a cette roue de secours un peu. À l'intérieur, des réserves pour un régiment.
une trentaine de paquets de pâtes, pas moins de 50 boîtes de conserve, de quoi tenir 4 mois. À l'étage, dans sa chambre, juste à côté de son lit, un sac toujours prêt au cas où il faudrait fuir en urgence. Donc là, on a déjà tout un lot d'affaires de rechange. Ici, on a de la corne, une ration militaire. Ici, on va avoir quelque chose pour transporter de l'eau. Ensuite, un couteau, la bâche pour tendre un abri. Et aussi une carte de la région, déjà à noter, bien sûr. Donc là, c'est une carte avec une zone où vous avez une centrale nucléaire. Ça nous donne une idée en fait de la zone qui pourrait être touchée, impactée. Donc ça représenterait une quantité énorme de personnes qu'il devrait évacuer. On a déjà un tracé de notre itinéraire. On sait très bien avec ma compagne où on doit se rejoindre, si on doit être séparés. À ce stade-là, nous osons la question. Guillaume est-il prudent ou paranoïaque ? On n'est pas parano parce qu'encore une fois, est-ce qu'on est parano de faire notre révision sur la voiture ? Est-ce qu'on est parano de faire de la prévention routière ? C'est exactement pareil. Les gens manquent de lucidité parce que, surtout dans les grosses villes, parce que voilà, ils sont un peu dans leur système où tout va bien. Comme Guillaume, il y aurait en France environ 100 000 personnes survivalistes. Et cette année, pour la première fois, elles vont pouvoir se retrouver pour un événement unique en son genre. Une semaine plus tard, à Paris, nous retrouvons Guillaume. Il vient de faire 3 heures de route et il a connu des moments plus sereins. C'est pas du tout la vie qui me bosse, hein. Oh la vache. Il y a des immeubles partout, il y a des voitures partout, il y a des gens partout. Non, il faut que je rentre chez moi. Mais avant de rentrer, il y a l'événement. C'est aujourd'hui le premier salon du survivalisme d'Europe. Une centaine de stands proposent des milliers de produits censés faire le bonheur des survivalistes. C'est pas une couverture de survie, c'est un sac. Ça veut dire que vous vous couchez directement là-dedans. Quand vous êtes dans la nature, vous remplissez la gourde, vous remettez le filtre en place, vous êtes débarrassé de tous les micro-organismes. Les bonnes idées ne manquent pas, même pour la nourriture. C'est du pain qui peut rester jusqu'à 30 ans. Ouais, c'est du pain complet. Hein. On prend de l'eau, n'importe quel liquide, pour activer la petite chaufferette qui est dedans. On pose un repas à l'intérieur, on ferme et en moins de 30 secondes, ça va monter à 100 degrés. Ouais, il y a vraiment du goût. Quelques allées plus loin, Guillaume expérimente un autre régime, celui des insectes. Vraiment, faut passer au-delà du visuel. C'est comme une chips. Ils sont déshydratés en fait. Ça, c'est caramel beurre salé. Et ça, c'est à la grecque. Bon, allez, on y va. Allez. C'est vrai que c'est un bon goût, là. Et puis, sur le salon, il y a aussi de quoi se protéger du pire. Que ce soit chez soi. Depuis quelques années, on a de plus en plus de demandes sur une chambre forte avec des options, ce qu'on appelle panic room. C'est-à-dire une option qui permet en fait de s'enfermer à l'intérieur en cas de besoin. Ou que ce soit dans un environnement extérieur hostile. Vraiment plus léger, même au niveau des plis, tu vois, ici, tu bouges, tu peux, regarde, toi, Je me demande si tu peux le mettre et te balader, prendre le métro avec par exemple. Thomas travaille dans un cabinet d'avocats. Premier billet par balle. Il n'avait jamais pensé à acheter ce genre d'objet, mais la prise d'otages sanglante du sud de la France a changé la donne. Maintenant, espérer que je m'en serve jamais. Mais bon. Et Thomas et son ami ne sont pas les seuls. Avec les événements, on en a vendu une quarantaine. J'ai été pillé complètement. Un petit gilet pare-balles pour ma fille et quelque chose d'un petit peu plus gros pour moi. Alors, pas de paranoïa exacerbée, mais si un jour il y a quoi que ce soit, on l'a à la maison, d'accord ? Et on peut les enfiler, et voilà. Loin de ces considérations, Guillaume s'intéresse lui plus sobrement à un petit extincteur. Très bien. Ça peut vraiment être utile au domicile, comme dans la voiture, voilà, pour maîtriser un petit départ de feu. Et voilà, c'est des choses importantes. Se préparer au petit risque comme au gros drame. Le salon aura au moins ce mérite de questionner chacun. Sommes-nous capables de nous débrouiller tout seuls ? Quelle confiance avons-nous dans notre société ? Et sommes-nous vraiment prêts à affronter l'avenir ?